Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission L'Interview SPR TV. Aujourd'hui, nous accueillons Thomas Wider et Vincent Martini, donc producteurs et animateurs de l'émission L'Atelier du pouvoir, diffusée tous les samedis à 12h45 sur France Culture. Vincent Martini, vous êtes aussi maître de conférences en sciences politiques à l'École Polytechnique à Paris et chercheur. Et Thomas Wider, vous êtes rédacteur en chef du service politique au Monde. Donc merci de nous accorder cette interview. Vous étiez à Sciences Po Lille la semaine dernière pour une émission sur les régionales. Vous êtes aujourd'hui à Sciences Po Rennes. J'imagine que c'est pour susciter aussi l'intérêt d'un public jeune pour les régionales. Pourquoi avoir choisi de venir dans des IEP de province ? Je réponds. Je réponds. Pourquoi est-ce qu'on a choisi de le faire ? D'abord parce que effectivement, vous êtes un public dont on espère, en tous les cas, que le projet de l'émission qui est la nôtre peut nous intéresser. Mais en venant ici, on ne s'adresse pas que à vous, on s'adresse aux Bretons aujourd'hui, aux habitants du Nord-Hier et à travers ça à tous les Français. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de se dire que voilà, à l'occasion de ces élections régionales, c'est une façon pour nous d'interroger les cultures politiques, locales. On vote pas de la même façon à Rennes qu'à Lille et dans sa région. Pourquoi ? Tout ça repose sur une tradition, une histoire, un tissu socio-économique et c'est la mission de l'Atelier du pouvoir justement d'essayer d'explorer ces cultures politiques. Alors Thomas Wider, on sait que vous tweetez beaucoup et donc pour vous les réseaux sociaux sont-ils une chance ou une calamité pour la diffusion de l'information ? En tant que journaliste, je dirais jamais que la diffusion d'une information est une calamité. Une information qui se diffuse, c'est une chance pour l'information. Après, tout dépend de savoir comment elle se diffuse. Valérie Trierweiler pourrait vous dire que c'est une calamité Twitter. Ça lui a quand même beaucoup coûté. Ça, c'est une information que elle-même n'aurait peut-être pas dû diffuser. Après, vous l'avez dit, je suis un fervent utilisateur de Twitter. Ça a même pu me jouer des tours à moi-même. Mais en tout cas, je considère que voilà, c'est aujourd'hui un média qui existe, un support qui existe, et donc il faut l'investir, comme tous les supports qui existent, Internet, la télé, la radio, essayer de faire du mieux qu'on peut, mais en tout cas, ça serait ridicule, rétrograde et contre-productif, à mon avis, de bouder un nouveau réseau sous prétexte qu'il a aussi ses travers. Mais justement, ces réseaux entraînent quand même des informations qui viennent de manière très rapide. Et donc, par rapport au journalisme, je voulais vous interroger sur l'avenir du journalisme. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette mouvance qui s'appelle le slow journalisme, qui sont des nouveaux médias qui prônent un journalisme plus lent, avec des articles réfléchis et appuyés par des documents, des longs articles qui viennent un peu à contre-courant du buzz des réseaux sociaux. Vous avez entendu parler de cette mouvance du journalisme ? Je réponds. Oui, bien sûr. Bien sûr, j'en suis à la fois un praticien quand j'ai le temps d'écrire des enquêtes un peu longues, mais je pense qu'il faut pas opposer un slow journalisme qui sera un journalisme de qualité à un journalisme de réactivité par rapport à l'actualité qui n'en est pas pour le suivi de l'actualité au quotidien. Au contraire, je pense un art de la concision, un art du mot juste, de l'information juste en peu de mots doit être c'est un art journalistique aussi. Vous savez, il y a dans les journaux, dans les quotidiens, on a maintenu la tradition des brèves. Les brèves écrites en 5 ou 600 signes. Et moi, en tant que rédacteur en chef, j'accorde beaucoup d'importance à la rédaction des brèves. Ça n'a l'air de rien, sauf que en fait, c'est souvent par les brèves que vous entrez dans la lecture d'un journal ou d'un magazine. Et donc, je pense qu'il faut précisément y accorder beaucoup d'importance et les soigner autant que les plus longs articles. Moi, j'ajoute que le summum du slow journalisme, c'est la recherche. C'est-à-dire que vous faites des articles qui font des tailles bien supérieures à ce que vous trouverez dans la plupart des quotidiens ou des hebdomadaires. Vous mettez des fois des mois, voire parfois des années pour les écrire. Donc, oui, je partage aussi ce que dit Thomas, c'est qu'il n'y a pas de... quand on commente la vie politique, que ce soit dans le journalisme ou ailleurs, il n'y a pas de bonne taille en fait. C'est un peu comme à l'université, c'est pas la taille du cours qui en fait sa qualité.
Vous avez des cours qui durent 3 heures, oula, ça paraît très 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 long, alors que certains cours en 40 minutes, on a le sentiment que beaucoup de choses ont été dites. Donc probablement c'est aussi la personne qui tient la plume ou qui énonce un cours ou qui écrit, qui pense, c'est ça qui compte. Et probablement ce qu'on essaye aussi de dire nous dans notre travail là de journaliste, puisqu'on fait aussi un travail de journaliste tous les deux à France Culture, c'est que c'est la qualité des questions, c'est la qualité de la culture politique qu'on essaye de mettre dans notre émission qui aussi dit quelque chose sur une pratique. Donc c'est pas forcément slow ou fast, c'est plutôt de qualité ou pas de qualité, ou avec du travail ou sans travail, c'est plutôt ça. Alors nous allons passer à un tout autre sujet, les élections régionales. Monsieur Le Drian vient d'annoncer sa candidature. En cas de victoire, donc il ne pourra pas cumuler sa fonction de ministre et la présidence de la région. Alors selon vous, que choisira-t-il et quel intérêt de quitter un ministère où il est reconnu? Je pense que la question n'est pas tranchée pour savoir ce qui se dit autour de Jean-Yves Le Drian. Il y a une très très forte pression de la part de ses collaborateurs pour essayer de convaincre François Hollande que compte tenu des sujets extrêmement hautement sensibles qui sont les dossiers du ministre de la Défense, eh bien voilà, la France engagée sur de nombreux fronts comme jamais depuis la Libération, eh bien peut-être on pourrait avoir une exception Le Drian, et d'après ce que je sais, Hollande est moins inflexible, en tous les cas, que Manuel Valls et que certains autres conseillers sur le sujet, qui s'appuient sur, par ailleurs, ce qui est une charte de déontologie qui a été écrite en mai 2012 par François Hollande, qui impose à ses ministres de ne pas être en même temps membre d'un exécutif, ou dirigeant d'un exécutif local. Moi, j'ai l'impression quand même que la difficulté que ça posera, c'est exception ou pas, en fonction des fronts, c'est la perception par l'opinion. Je crois qu'on parlait dans l'émission tout à l'heure d'une sorte d'exception un peu bretonne pour l'instant, en termes de Front National, qui a tendance à se normaliser. Je pense qu'un des ressorts du Front National, c'est le sentiment que les hommes politiques sont partout, qui ne s'occupent pas de leur territoire. Ça ne veut pas dire que les dirigeants du Front National feraient mieux, mais en tout cas, il y a cette colère très forte des citoyens qui s'expriment face au sentiment qu'on peut faire tout à la fois. Et il y a quand même un sentiment très fort de refus d'une forme de cumul. Donc je pense qu'en tout cas que dans la balance, il y a en effet la possibilité de faire une exception parce que la France est engagée dans un certain nombre de fronts, comme le dit Thomas, comme jamais avant depuis la Libération, et dans le même temps le sentiment quand même d'exemplarité qui doit diriger l'action politique et qui touche M. Le Drian comme d'autres personnalités politiques nationales. Donc je pense que quand même, moi j'aurais tendance à dire, bon, on ne peut que parier parce qu'on ne sait pas exactement ce qui va se passer, mais que soit M. Le Drian restera ministre et il donnera sa tête de liste à quelqu'un d'autre, ou plus vraisemblablement, s'il gagne la région Bretagne, eh bien, il prendra la tête de la région Bretagne et quittera le ministère de la Défense. En continuant sur le thème de la gauche, comment analysez-vous le référendum sur l'union de la gauche qui a été proposé par Cambadélis ? Je pense que ça peut rester comme une des gaffes politiques les plus amusantes des prochaines années. On se retournera vers ce référendum en disant que c'était le mouvement le plus ridicule. C'est une occasion de prendre presque deux défaites de suite, c'est-à-dire le référendum puis les régionales. Et donc je pense que c'est vraiment un exemple de la décision mûrement pensée qui est absurde. Voilà, je pense que ça vraiment... je n'arrive pas à réfléchir à une situation dans laquelle ce référendum aurait pu être un succès. Dans une participation des militants de gauche atone en général, un sentiment d'une partie d'entre eux d'une rupture ou en tout cas d'une distance avec le gouvernement, une opinion publique globalement hostile, même si, encore une fois, il faudrait l'analyser en finesse. Je ne vois pas ce que la direction du PS pouvait imaginer qu'il se passerait dans un référendum dont la question en plus est déjà, enfin la réponse est dans la question. On imagine que les seuls qui veulent aller voter, c'est ceux qui vont dire plutôt oui. Bon, parce que la question est tellement générale et est tellement tarte à la crème qu'on n'imaginait pas une autre réponse. Voilà. Donc je pense que ça, pour moi, j'ai trouvé ça presque en tant qu'analyste de la vie politique française assez amusant comme moment. J'étais même surpris qu'il y ait, je crois, 250 000 personnes qui se soient déplacées. Ça me paraît même un chiffre totalement incroyable. Mais j'ai cru comprendre qu'on pouvait voter 10 fois de suite. Donc on peut imaginer qu'il y a 25 000 personnes qui ont voté 10 fois.
En 30 secondes, je dirais que c'était un terrible aveu de faiblesse et une façon habile de prendre date pour l'avenir. Un aveu de faiblesse parce que ça veut dire que le chef, le premier secrétaire du principal parti de France est incapable par sa seule autorité de convaincre ses partenaires de prendre une initiative unitaire, et donc il est obligé de s'assurer d'une forme de légitimité populaire, etc., pour faire pression dont il sait qu'elle n'aboutira pas. Et donc j'en viens à mon deuxième point, une façon de prendre date sur l'avenir, c'est-à-dire que puisqu'il anticipe une défaite très forte au régional, il pourra dire, bah voilà, je vous l'avais bien dit, c'est parce qu'il n'y avait pas l'unité que cette défaite, on se l'est prise en pleine face. Mais je pense que personne n'est dupe. Ce que disent les socialistes, ils disent c'est la division qui crée la défaite. Ce que disent le reste de la gauche, c'est non, c'est pas la division, c'est la déception qui crée la défaite. Et je pense que objectivement cette analyse est plus juste. Mais ça, c'est un vieux truc des socialistes d'accuser la dispersion. On se souvient de 2002, il y avait trop de candidats face à Jospin. Jospin aussi perdu pour des raisons qui ne doit qu'à lui-même. On va conclure ici cette interview. Merci de nous avoir accordé cette interview et à bientôt pour une prochaine émission.